Alors bonjour à tous, Foyer de Seine-et-Marne, c'est donc FSM pour les intimes. C'est 9000 logements sur la Seine-et-Marne, uniquement sur la Seine-et-Marne, bailleur social, avec un patrimoine qui est essentiellement collectif, avec 92,5%. Voilà, on reste un bailleur social assez commun, je dirais, avec des perspectives en fait, et des objectifs en tout cas de construction qui se tournent aux alentours de 300 logements de construction par an et également de réhabilitation environ de 300 logements par an. Alors FSM est engagé en fait dans la RSE depuis bien longtemps maintenant. Ça date de 2004, donc c'est-à-dire on était déjà dans les premiers bailleurs sociaux à faire un rapport RSE notamment. Et donc c'est cette démarche qui nous a conduit à faire aussi notre bilan carbone dès 2019, enfin dès 2020 sur la base de notre année 2019. Alors là, on vous présente en fait le résultat de notre bilan carbone qui est assez classique en fait. Beaucoup de bailleurs avec qui j'ai un peu comparé, on est un peu sur la même chose. Alors la grosse partie qui est sur l'énergie qui est consommée dans les bâtiments existants, résidences et habitants, ce que vous voyez ici, électricité et gaz, donc c'est la grosse partie de notre bilan carbone. Et bien entendu, vous voyez toute la partie construction, réhabilitation, qui prend aussi une grosse partie. Alors très souvent les gens ont l'impression, les collaborateurs des fois peuvent avoir l'impression que les voitures ça fait beaucoup de bilan carbone. Alors en proportion peut-être, mais au final c'est pas là où on a le plus de marge de manœuvre. Et c'est pour ça qu'on s'est concentré sur les marges de manœuvre. Donc on a sorti 5 ambitions et donc notamment 2 ambitions, notamment sur la sobriété énergétique du parc existant et aussi sur les démarches bas carbone de nos chantiers et nos réalisations, donc qui nous a, en fait, on a l'ambition de pouvoir anticiper les réglementations et notamment d'anticiper notamment la RE 2020, et c'est dans ce cadre-là qu'on a réalisé cette opération, enfin qu'on est en cours de conception, donc une opération en cours de conception à Fontainebleau. Donc c'est une opération qui respecte le ZAN, on va dire, puisqu'on est sur une démolition-reconstruction, alors impossible de réhabiliter les bâtiments existants, bien entendu. Et donc on construit 102 logements à Fontainebleau. Alors c'est une opération qui est soumise à la RT 2012 en réalité, mais on l'a fait tourner en RE 2020 pour voir jusqu'à où on pouvait l'emmener, sachant qu'on est en RT 2012 label E+C-. Voilà, donc démolition, une réqualification des lots de quartier et la reconstruction de 62 logements. Donc vous avez les caractéristiques de cette résidence. Donc c'est 4 bâtiments en fait, de 25 logements, 25 à 26 logements. Donc les enjeux de cette opération, c'était de limiter l'étalement urbain, créer un ensemble qui était en cohérence avec le contexte de la ville, créer également des logements qui sont confortables et déterminants de santé, puisque c'est la marque de fabrique du groupe Arcade Vive dans lequel FSM est engagé, et réaliser bien entendu un projet innovant avec un coût maîtrisé. L'objectif étant de ne pas faire exploser les coûts, puisque vous connaissez nos contraintes financières. Voilà, donc un Habitat HQE, RT 2012 comme je disais, label E+C-, et donc on l'a fait tourner en RE 2020. Et donc on a essayé de trouver des solutions qui pouvaient nous aider à atteindre et anticiper en fait notamment le seuil 2025. C'est à ce titre qu'on avait répondu à l'appel à projet de GRDF et dont on avait été lauréat. Et donc on va vous présenter maintenant les solutions techniques, qui sont des solutions bien entendu de chauffage et système, mais aussi qui sont corrélées avec tout ce qui est bâti. Bonjour, donc en effet on va s'intéresser aux réponses techniques apportées pour respecter l'objectif de la maîtrise d'ouvrage d'une RE seuil 2025. Alors, tout d'abord un travail sur l'enveloppe thermique afin de réduire les besoins de chauffage et également apporter un confort thermique aux habitants en période hivernale mais également en été. Donc on peut voir sur le tableau présenté qu'on est sur une solution de mise en œuvre de produits plutôt traditionnels, standard, avec une laine minérale en ITI et du polystyrène et polyuréthane en traitement plancher haut, plancher bas. Un traitement d'isolation renforcée des parois pleines, associé à un travail sur les ponts thermiques, notamment les planchers intermédiaires, sur lesquels on pourra revenir, notamment avec la solution bébé qu'on verra par la suite, de plancher intermédiaire bois-béton. Un travail également sur les menuiseries extérieures, généreuses, performantes, associées des protections solaires, volets roulants généralisés, pour assurer un confort thermique aux habitants toute l'année. Et également un travail sur la perméabilité à l'air du bâtiment, de l'enveloppe du bâti, avec un objectif Q4 fixé à 0,7 pour l'ensemble. Ensuite, après avoir travaillé sur la partie enveloppe afin de réduire les besoins en chauffage, également on a travaillé afin de réduire le bilan carbone de cette enveloppe, de ce projet, en travaillant sur la partie matériaux,
Donc on est sur une architecture plutôt traditionnelle et une réponse technique finalement qui est aussi traditionnelle et qui intègre une touche d'innovation. Je m'explique. Donc on est sur un système constructif avec des éléments porteurs verticaux en béton, disons ordinaire, donc CM2 pour ceux qui connaissent la question du béton. On a intégré en innovation des planchers bois-béton, ça s'appelle la dalle bébé. On voit une petite illustration à droite sur l'écran. Pour faire simple, c'est une dalle préfabriquée donc, en usine qui, elle, introduit donc, du béton bas carbone, CEM3, associé donc, à de la fibre de bois intégrée en âme. Et sur le chantier, donc, tout ça arrive préfabriqué. Et sur le chantier, on rajoute une dalle de compression dans laquelle on fait passer les réseaux. Donc l'ensemble permet donc d'atteindre un bon niveau de carbone. Pour information, avant de choisir la solution bébé, on a fait plusieurs tests en interne, on a testé plusieurs systèmes constructifs, réponses techniques intéressantes, et également, pour information, la mise en place de béton bas carbone CEM3 avec une proportion d'environ 50% sur le bâti permet de respecter également le seuil 2025 qu'on a visé. Au niveau de l'enveloppe, je pense qu'il y a deux maîtres mots qu'on peut voir, c'est sobriété et pérennité. Donc le choix s'est porté voilà, sur un produit, des produits enduits, bardage métallique, afin d'assurer vraiment une pérennité dans le temps de la construction. Donc en complément, on travaille sur la partie carbone matériaux. Également, on s'est forcément penché sur la partie carbone énergie. Et pour cela, donc, on s'est intéressé à une solution hybride de système de production de chaleur en s'associant donc, au groupe Vaillant. La réponse technique, elle se traduit de cette manière. Donc, pour mémoire, donc, on a 4 bâtiments. En fait, on a 2 productions de chaleur centralisées. Donc, une production pour 2 bâtiments qui se traduit donc, par 4 packs aérothermiques, donc RO en R290 ou propane, implantés donc, en toiture technique d'un des 2 bâtiments. Associé à ça, donc, une chaudière gaz murale à condensation en chaufferie. On y associe également un volume de stockage primaire qui se traduit donc par 3 ballons de 1500 litres de stockage primaire, une production de cesse instantanée en chaufferie, donc centralisée, et également un travail sur la régulation, avec donc une mise en place d'une régulation qui permet soit de faire appel au générateur en fonction de la température extérieure. Pour faire simple, quand il fait très froid, on fait appel uniquement à la chaudière. Quand on descend des températures plus modérées, on fait le choix entre pack et chaudière, et quand la température extérieure globalement dépasse les 5 degrés extérieurs, là on fait appel uniquement à la PAC. Également possibilité de réguler de façon un peu plus fine en fonction des rendements mais également du coût d'énergie, ce qui peut être intéressant quand on voit la volatilité des prix d'énergie où dans le système de régulation on intègre le prix d'énergie à un instant T et en fonction donc, du coût finalement de la consommation on fait appel soit au système PAC soit au système chaudière. Donc, un petit schéma de principe pour illustrer globalement comment ça fonctionne. Donc on identifie donc les 4 packs RO en toiture, en chaufferie, une chaudière gaz à condensation, les 3 ballons de stockage primaire. Depuis ces ballons, donc un ballon qui est dédié donc, à l'alimentation des réseaux de chauffage. Donc on a 2 réseaux de chauffage radiateurs pour alimenter les 2 bâtiments. Et également donc, un système de production instantanée qui permet d'alimenter également donc, les 2 bâtiments en ECS. La traduction technique dans le projet. Alors tout d'abord, l'intégration des packs, qui est forcément un sujet pour tout le monde sur les opérations. Donc on a travaillé main dans la main avec l'architecte afin de trouver et de définir des surfaces techniques, donc une zone technique en toiture, donc d'environ 10-15 mètres carrés. Un travail de l'architecte pour l'intégration au bâti avec la mise en place de pare-vues qui font également office d'écran acoustique. Et également, ce qui est important, l'intégration d'un accès aisé depuis la circulation palière pour permettre la maintenance aisée de cette zone technique. Une chaufferie en sous-sol d'une 40aine de mètres carrés, finalement quelque chose d'assez traditionnel qu'on a l'habitude de rencontrer sur les opérations depuis de nombreuses années. Et donc l'ensemble de ces systèmes associés nous ont permis donc, de respecter, en tout cas aujourd'hui en phase conception, les seuils de la RE 2025, tant la partie IC Construction que la IC Énergie. Enfin, je reviens un peu en arrière, pourquoi finalement on a sélectionné cette solution PAC collective hybride. On a fait une étude finalement de faisabilité entre différents systèmes avec 4 scénarios, un scénario de base en gaz collectif, un scénario 2 donc, avec une hybridation des systèmes, un scénario 3 avec une solution 100% PAC et également un scénario 4 en bois collectif. Donc le scénario 1 a été éliminé d'office parce qu'il ne permettait pas de respecter la RE seuil 2025.
Le bois collectif n'a pas été retenu pour des questions de coût d'investissement, également de contraintes d'exploitation maintenance. Donc finalement, on s'est concentré sur la réponse technique et la comparaison entre les scénarios pack hybride et 100% pack. Ce qui est intéressant à noter, donc, que la solution pack hybride permet d'avoir un coût d'investissement plus réduit donc, par rapport à la solution pack. En termes d'exploitation, maintenance, on est sur un système qui est un peu plus coûteux, c'est vrai, mais au global, au final, on se rend compte que le temps de retour sur investissement comparé à la solution 1 sont somme toute équivalents à 7 et 8 ans. Donc aujourd'hui, on est sur des solutions techniques qui sont jugées équivalentes. Évidemment, la partie carbone est moins performante aujourd'hui que pour la partie hybride, parce qu'en effet, aujourd'hui, on valorise une solution de gaz carboné. Donc aujourd'hui, on n'attaque pas forcément des solutions de gaz vert. Donc pour l'avenir, évidemment, ce bilan pourrait s'améliorer. Et en termes de critères techniques, on voit qu'on est sur des solutions qui sont globalement, qui intègrent autant d'avantages que de contraintes pour une maîtrise d'ouvrage. On est sur des solutions qui sont maîtrisées et surtout qui permettent de ne pas s'enfermer aujourd'hui dans un choix d'énergie qui ne serait peut-être pas le bon aujourd'hui par rapport à demain, ce qu'on connaîtra demain, quoi. Je vais redonner la main à David. Donc effectivement, l'importance enfin pour nous en tout cas en tant que constructeur et aussi gestionnaire de ce parc immobilier, l'objectif étant de ne pas être bloqué parce qu'on sait bien aujourd'hui que le choix d'énergie est compliqué parce qu'on voit bien qu'il y a une fluctuation des prix et des marchés qui est difficile à prévoir. Et c'est vrai que cette solution hybride permet en fait de pouvoir essayer de se dire qu'on a peut-être toujours une autre éventualité que le gaz ou que l'électricité. De manière globale, on est quand même sur quelque chose de maîtrisé par rapport à nos coûts de construction qu'on pratique. Normalement, on est sur un coût qui est à plus 5% quand même par rapport à une opération classique. Voilà, donc vous avez les prix qui sont là, 16 millions, voilà les différents prix. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le 2177 € hors taxe par mètre carré en chab pour infrastructure et bâtiment superstructure. Donc on est sur un prix qui est quand même un coût qui est plutôt très maîtrisé. Voilà, c'est sur ce projet. Et c'était important pour nous parce que l'objectif c'était hybride, mais hybride pas à un prix qui soit pas raisonnable et pas soutenable en fait pour l'équilibre de nos projets. Voilà. Je crois que c'est vous. Ensuite. Je tenais tout d'abord à remercier nos intervenants qui ont pu démontrer la pertinence de la solution en pack hybride et de montrer que le gaz a toujours sa place en RE2020 sur des bâtiments collectifs, en résidentiel. Pour aller un peu plus loin, aujourd'hui, les bailleurs peuvent être acteurs de la transition énergétique et de la décarbonation du réseau gazier. Il y a une expérimentation qui a été faite en Seine-Maritime où il y a un partenariat entre une communauté d'agglomération et un bailleur où le partenariat a permis de mettre en place des bennes de retraitement des biodéchets. Donc ce sont des points de collecte qui ont été mis sur 2 communes qui rassemblaient 3 sites, un de 104 logements, un de 71 logements, un de 62 logements. Donc cette expérimentation-là, elle s'est faite sur environ 6 mois, ce qui a permis de retraiter environ 1,5 tonnes de déchets qui ont derrière été revalorisés sur un site d'injection de biométhane. Donc là, sur cette première expérimentation, environ 40% des locataires ont pu souscrire à des cartes pour pouvoir déposer ces biodéchets sur les points de collecte. Donc ces 40%-là se sont faits de manière naturelle sans qu'il y ait de réelles actions qui ont été mises en place. Donc c'était plutôt encourageant et la démarche est encore en cours actuellement. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le retraitement des biodéchets sur les sites d'injection de biométhane, donc pour vous expliquer ce qu'est un petit peu un site de méthanisation. Donc aujourd'hui, on va venir injecter des intrants organiques. Donc là, dans ce cas de figure-là, ça va être des biodéchets qui proviennent des locataires. Donc ces sites-là vont être ajoutés dans ce qu'on appelle le digesteur, qui est une grosse cuve de fermentation qui va venir produire ce qu'on appelle du gaz vert. Donc c'est du biométhane avec d'autres gaz qui à ce moment-là n'est pas encore épuré, et également du digestat. Donc par la suite, il va y avoir tout un process de filtration pour qu'on puisse récupérer ce qu'on appelle derrière du biométhane qui va venir derrière être injecté dans le réseau GRDF.
Et également à côté, on va venir récupérer ce qu'on appelle le digesta, qui va être un engrais naturel que les agriculteurs vont pouvoir réutiliser sur leur culture de manière plus écologique. Donc il y a il y a une réelle maille qui peut être intéressante au niveau des bailleurs. Aujourd'hui, on a un parc locataire de locataires sur le parc social d'environ de 10 millions, ce qui représenterait à peu près 460 kilotonnes de biodéchets par an. Donc si tous ces biodéchets-là pourraient être demain injectés sur des sites d'injection, ça représenterait environ 500 gigawattheures de capacité installée par an, ce qui permettrait d'alimenter l'équivalent de 42 000 logements HLM. Donc, je ne l'ai pas rappelé au tout début, mais depuis le 1er janvier, il y a une obligation des collectivités de mettre à disposition des points de collecte pour les biodéchets. Donc ça peut être un bon partenariat qui peut être fait entre les bailleurs et les collectivités à ce niveau-là. Pour rappel, on a des objectifs de décarbonation du réseau gazier. Donc il faut rappeler que la filière de biométhane est toute récente en France. Le premier site d'injection date de 2011-2012. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez récent par rapport aux autres filières renouvelables. Donc en 2020, on était à peu près à 1% de gaz vert dans le réseau gazier. Du fait que la consommation de gaz va diminuer, car les bâtiments vont être de plus en plus performants et moins consommés, que au fur et à mesure, les bâtiments aussi, certains bâtiments vont changer d'énergie, et que la consommation de gaz vert va augmenter au fur et à mesure des années, on a pour objectif d'atteindre 20% de gaz vert dans notre réseau pour 2030 et pour 2050, 100%. Donc pour vous montrer un petit état des lieux aujourd'hui, nous sommes à peu près les chiffres datent de début janvier, nous étions à peu près à 652 sites d'injection de biométhane. La valeur a un petit peu évolué depuis, là aujourd'hui on est à 12 TWh, donc c'était l'objectif que nous nous étions fixé à fin 2023 d'atteindre ces 12 TWh là dans le réseau gazier. Donc cette capacité installée permettrait d'alimenter quasiment 3 millions de logements neufs chauffés, ou alors en termes de points comparatifs, 47 200 bus ou bennes à ordures qui rouleraient au bio-GNV et qui permettraient donc de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors on est 3 intervenants, malheureusement on n'a qu'un seul casque pour entendre. Je vous invite peut-être plutôt à dire vos questions à haute voix pour que tout le monde puisse l'entendre. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je vous remercie de votre participation. Ah, dites-moi. Je pense que c'est plus Gaëtan. Alors, c'était encore avant. Celle-ci. Alors, je vous laisse répondre. Alors pour sélectionner donc, les systèmes, donc on a travaillé avec le groupe Vaillant, donc déjà pour là-dessus. En effet, donc c'est une question d'efficacité énergétique, mais également d'usage du système. L'idée, c'est de ne pas avoir une solution PAC non plus surdimensionnée par rapport aux besoins. Comme on voit, en fonction de la période de l'année, on appelle un ou deux systèmes en même temps. Donc la sélection s'est faite par rapport donc, à trouver le juste équilibre entre dimensionnement des installations et également le fait que favoriser au maximum l'usage quand même de la PAC sur l'année. Donc Vaillant a fait plusieurs systèmes de dimensionnement et aujourd'hui l'optimum en tout cas qui a été retenu avec Vaillant c'était celui-ci. Je ne sais pas si ça répond à votre question, précisément j'ai pas plus de chiffres. Est-ce qu'on m'entend ? Ok, oui. Après, c'est comme on disait, parce que j'ai pas très bien entendu la question, mais je crois que c'était la proportion, etc. Mais en fait, c'est aussi
l'avantage de la solution de chez Vaillant, c'est qu'elle a la fameuse régulation entre guillemets intelligente qui en fait va venir en fait vers cette régulation en fonction notamment des conditions météorologiques extérieures, et aussi on peut en fait l'exploitant peut venir remodifier cette proportion en fonction notamment du coût des énergies en fait. Donc il n'y a pas de réel chiffre en fait, et c'est aussi tout le but de cette entre guillemets expérimentation, c'est qu'après on va aussi un peu outiller et mettre des instruments de mesure pour regarder et aller vérifier ça aussi à la suite. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, bah, si ce n'est pas le cas, en tout cas, je vous remercie de votre participation.